Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire consacré à la sécurisation de votre chaîne d'approvisionnement dans un environnement économique et opérationnel tendu. Je suis Sophie Mille, responsable marketing digital au sein d'Urios et je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui à l'occasion de cet événement qui souhaite vous apporter des solutions simples et efficaces pour absorber du mieux possible les tensions de BFR et de trésorerie à l'heure actuelle. J'ai le plaisir, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, de vous présenter Aurore Petit, notre directrice commerciale. C'est elle qui va vous présenter cette solution aujourd'hui. Avant de lui laisser la parole, sachez que ce webinaire durera approximativement 40 minutes. On a tenté de condenser notre intervention au maximum. Nous avons bien conscience que cette période de rentrée est intense pour tout le monde. Je tiens à préciser que vous pouvez, au fur et à mesure, poser vos questions sur le chat. Nous y répondrons soit à la fin de la présentation, soit individuellement par email si nous n'avons pas eu le temps. Sachez également que les slides du webinaire et le replay vous seront envoyés sur demande. Aurore? Merci Sophie pour cette introduction et bonjour à tous. Je suis ravie d'être à vos côtés ce matin et vous remercie de votre disponibilité. Alors, gagnons du temps et je vous propose de démarrer. Sophie, tu parlais en effet d'un environnement tendu. Commençons donc notre intervention sur quelques éléments de contexte. En ce moment, l'économie mondiale européenne pâtisse principalement des prix des matières premières énergétiques, comme on le sait, et les entreprises voient s'accroître l'incertitude autour de leurs approvisionnements. Le confinement de la Chine du premier trimestre, la guerre, ont entraîné de fortes perturbations sur la logistique et les chaînes d'approvisionnement, qui subissent une augmentation sans précédent des coûts des matières premières et de l'énergie. C'est simple, dans la zone euro, l'inflation globale a bondi à 9,1 au mois d'août. Il ne cesse de grimper. En juin, on était à 8,6. Donc, quand on a décrit tout ça, comment connaître les impacts sur une entreprise, sur votre entreprise? Comment ces perturbations vont-elles se traduire dans votre gestion, dans votre finance? Et surtout, et c'est ce qui nous intéresse en fait à travers ce webinaire aujourd'hui, comment on peut y remédier? Euh, donc, je vous propose, pour mesurer les impacts de cette conjoncture, on va faire simple. On va décrire ensemble un cycle d'exploitation d'une entreprise industrielle, et de ce cycle, nous ferons varier des scénarios, que ce soit l'augmentation du coût des matières, le retard de paiement d'un client ou la rupture d'approvisionnement. En fait, avec des schémas, ce matin, nous allons vulgariser les impacts. Alors, je ne suis pas là pour vous faire un cours de finance, pas du tout, vous serez bien mieux placé que moi sur ce sujet. Mais le but, il est vraiment de connaître les points de douleur et de mettre en face une solution pour y remédier. Donc, du coup, commençons avec notre exemple sur le cycle d'exploitation. Donc, à l'écran, vous allez voir un cycle apparaître et on va avoir des données de départ. Donc, au départ, je vais acheter ma matière première à mon fournisseur. Je vais le payer à 30 jours. Je vois donc apparaître un crédit fournisseur de 30 jours dans mon exemple. Bon, cet exemple, il est quand même valorisant parce qu'en ce moment, on a quand même beaucoup d'entreprises qui payent plutôt contents. Ensuite, deuxième étape, une fois que j'ai ma matière première, je vais la stocker durant 10 jours. On voit le stockage. Puis, je produis, je vais stocker mes produits finis durant 25 jours, d'où la période qui s'affiche à l'écran. À ce moment-là, je vends mon produit fini. J'autorise un délai de règlement de 30 jours à mon client. Je vois donc apparaître un crédit client à l'écran. Alors, où se trouve le besoin sur ce cycle d'exploitation? Bon, rapidement, on voit qu'il y a un premier besoin qui apparaît ici, qui est le besoin de financement du stock. Et on a un second besoin, qui est le besoin du financement du crédit client. Donc, on voit où se trouve le besoin, mais comment mesurer en fait l'ampleur de ce besoin? On va tenter d'y mettre quelques chiffres et des couleurs. Rappelons que le but, il est vraiment de vulgariser la situation. Donc, si je reprends effectivement ce même cycle d'exploitation, mais avec des chiffres concrets pour voir un petit peu les tensions qui peuvent apparaître. Donc, j'ai toujours mes jalons de base, pas de souci. Donc, première étape, je recommence, j'achète à crédit mes matières premières pour 30 000 euros. On va donc comptabiliser une dette fournisseur à 30 000 euros.
Puis, je vais stocker ma matière première. Donc, on va comptabiliser 30 000 sur le poste, en tout cas, de stock de matière première. On se rend bien compte à ce niveau que le stock, il est financé par la dette fournisseur. Je n'ai aucun besoin de financement. OK? Donc, BFR, 0. Et la trésorerie est à 10. Disons que c'est mon capital de départ. Dans mon exemple, voilà, on part à 10. Deuxième étape, elle s'affiche à l'écran. L'entreprise va entrer en phase de production. Elle consomme ses matières premières, elle produit et elle stocke ses produits finis. Conséquence, la valeur du stock de matières premières va passer à 0. La valeur du stock de produits finis passe à 40. Alors, pourquoi les 40? C'est mes 30 de matières premières et j'ai rajouté 10 de main-d'œuvre dans mon exemple. Voilà pourquoi on intervient à 40. Du coup, je vais faire travailler Sophie. Qu'est-ce qu'on voit apparaître, Sophie? On voit apparaître un petit BFR. C'est ça. En fait, pour l'instant, on se rend bien compte que le stock, il est encore en grande partie financé par la dette, mais on voit déjà un petit BFR de 10 apparaître dans notre exemple. OK? Et la trésor, elle ne bouge pas, il n'y a pas d'entrée d'argent, il n'y a pas de sortie d'argent pour l'instant. Sur la troisième étape, les matières premières doivent être payées. Je dois payer mes achats que j'ai faits auparavant. Conséquence, la dette fournisseur va passer à 0. Et à ce moment-là, mon entreprise va perdre sa seule source de financement. Et donc, conséquence, le BFR, ça y est, il explose. Quand on fait stock moins la dette fournisseur, on est à 40, ça explose. Et ma trésorerie, là, elle bouge. Elle est à moins 20 parce que du coup, j'ai dû payer 30 l'achat de mes matières premières. Ensuite, autre étape, les produits finis. Je vais les vendre. Donc, à crédit, vous vous souvenez. Donc, ils vont sortir du stock. Donc, le stock de produits finis, il est à 0. Ils vont passer en créance client pour un montant de 50. Dans mon exemple, c'est la valeur de facturation, tout simplement. Et le BFR, à ce moment-là, créance client moins dette, 50 moins 0, il est à 50. Donc, le besoin de financement à cette étape clé de mon cycle d'exploitation, il est à son maximum, car la valeur de facturation, on le voit, elle est supérieure à la valeur du stock. Ma trésor, elle est à moins 20, elle ne bouge pas, je n'ai pas eu de rentrée d'argent à ce stade-là, elle reste négative. OK? Dernière étape, en fait, le client, il paye. Donc, conséquence, mon poste client passe à 0, la créance client passe à 0, et le BFR passe à 0. En fait, il n'y a plus besoin de financement puisque la créance a été encaissée. Alors, en termes de trésor, là, je récupère de la trésor parce que j'ai encaissé 50 et j'étais à moins 20, donc du coup, ça fait 30. On voit bien dans cet exemple que la tension en fait, à laquelle l'entreprise doit faire face tous les jours, c'est la raison pour laquelle on le répète encore, que le cash est le nerf de la guerre, car en fait, le cash se consomme vite et se consomme vite même dans une gestion normale. Là, je n'ai pas fait bouger de scénario. Donc, en tout cas, ça nous permet rapidement sur ce schéma de voir à quel moment on trouve les tensions de BFR et ou de trésorerie. Alors, merci Aurore de nous avoir montré par un schéma très clair et via des données chiffrées ce qui se produit en temps normal au niveau du BFR et de la trésorerie des entreprises. Comme tu l'as dit en introduction, nous vivons actuellement une situation complexe. Plusieurs impacts conjoncturels ont intensément complexifié et amplifié les tensions de trésorerie. Mmh. Donc, ce que je te propose, c'est de voir ce qui se passe maintenant au niveau du BFR et de la trésorerie en cas d'augmentation des matières premières de 30% par exemple et sans répercussion sur le prix de vente. OK. OK, pas de souci. Donc, on va reprendre nos exemples et on va faire bouger un peu le curseur en fonction des différents scénarios qu'on va voir ensemble ce matin. Pas de souci. Alors, premier scénario, ça va être donc la hausse du prix des matières premières. Voilà. Dans notre exemple, c'est une hausse de 30% qui n'est pas répercutée sur le prix de vente. OK? Donc, à ce stade, vous voyez, on a 39 au lieu de 30, c'est la hausse de 30% tout simplement. Donc, dans cette situation-là, l'impact, en fait, il est immédiat à l'étape 3.
On a un BFR de 49 au lieu de 40 en situation normale. En fait, mécaniquement, cette hausse des matières premières va avoir un impact sur le BFR parce qu'il va augmenter de plus de 20% en fait. Et la trésorerie, bon, elle est à moins 29 au lieu de moins 20, donc on voit également qu'il y a un impact forcément sur la trésorerie. Autre impact dans ce cycle d'exploitation qui subit l'augmentation du coût des matières, ça va être dans la dernière étape, au paiement du client. Parce qu'au paiement du client, il n'y a plus besoin de financement, ok, la créance est encaissée. Mais la trésor, bah forcément, elle descend à 21, pardon, dans l'exemple, au lieu de 30. Bah, c'est là où on retrouve nos moins 30% du coût des matières. Donc, oui, on peut voir rapidement l'impact que peut produire une hausse des coûts des matières sur le BFR et sur la trésorerie. Mais question, si on avait répercuté l'augmentation des matières premières sur le prix de vente, allez, je vais faire travailler Sophie. Sophie, penses-tu qu'il y aurait tout de même un impact? Alors, je dirais que oui, il y aurait quand même un impact sur le BFR. Tu me fais travailler, hein? En fait, je lui fais des surprises comme ça, oui. Donc, oui, effectivement, cela touche, si on avait répercuté en fait l'augmentation du coût des matières premières, cela touche la facturation, le poste client, la trésor. Et l'impact serait annulé en fait au niveau de la trésorerie, qui serait égal à la situation normale. Par contre, l'impact BFR, il n'est pas annulé, car le stock, enfin le montant des stocks, il est pas concerné par le prix de vente. Donc, conclusion, la hausse des matières premières impacte obligatoirement votre BFR. Et il faut tenter de répercuter cette hausse au maximum pour ne pas subir en plus un impact sur la trésorerie. Du coup, on constate effectivement de façon très mécanique que la hausse du prix des matières premières impacte directement le BFR, notamment lorsque les entreprises ne parviennent pas à répercuter immédiatement leur coût d'achat sur leur prix de vente. Elles se retrouvent dans des situations compliquées avec inévitablement une baisse de leur marge. Si leur marge était déjà faible, aujourd'hui elle est proche de zéro. Et si c'est le cas, elles sont dans l'incapacité de reconstituer leur trésorerie. Mmh. D'ailleurs, si j'ai bien compris Aurore, si elles essaient d'ajuster leur marge dans le temps, elles seront également confrontées à un fort décalage de trésorerie, quoi qu'il arrive. Et que se passe-t-il si maintenant nous mettons en pratique cet exemple avec un retard de paiement? Parce que les clients subissent aussi la crise, ils Mmh. connaissent eux aussi de fortes tensions, ils peuvent très bien ne pas pouvoir nous payer comptant ou directement et choisir de nous payer en plusieurs fois, voire avoir quelques retards de paiement. Donc comment est-ce que ça impacterait le BFR et la trésorerie de notre côté? Tout à fait. Donc, effectivement, en ce moment, les délais de paiement sont un élément qui est regardé, hein, et on Mmh. constate des retards de paiement. Donc, ce que je vais vous proposer, toujours en suivant un peu notre exemple et la vulgarisation à travers ce schéma, de prendre notre cycle d'exploitation auquel on va rajouter dans notre exemple une partie du paiement du client et rajouter une seconde partie du paiement du solde plus tard. OK? Donc, OK. je reprends notre exemple avec le retard de paiement. Donc, dans mon exemple, le paiement du solde arriverait 30 jours plus tard. Donc, cela aura un double impact sur le BFR, car sa tension s'est accentuée jusqu'au paiement total. Vous voyez, là, il y a un premier encaissement qui était normal et un deuxième encaissement 30 jours plus tard. Donc, on voit bien que le BFR, il continue, il s'est accentué jusqu'au paiement total. Donc, bien sûr qu'après, il redevient à zéro parce qu'il n'y a plus besoin de financement. Mais la tension, elle est plus importante. Donc, l'entreprise va supporter ce retard de son paiement, de son client, pardon. Et sur la trésor, double impact, on a dit, bah, en fait, c'est en parallèle du BFR, on se rend compte que la trésorerie, elle met plus de temps à se reconstituer, tout simplement. Donc, et là, c'est assez parlant sur ce schéma-là. Alors, comme tu l'as mentionné aussi au début, la crise russe a renforcé l'ensemble des problématiques que nous venons d'évoquer. Nous sommes d'ailleurs maintenant confrontés à des pénuries de matières premières, les chaînes d'approvisionnement mondiales sont encore un peu plus désorganisées, les clients vont arrêter d'acheter à leurs fournisseurs si l'un d'eux n'est pas en mesure de livrer un élément essentiel à leur production. Des fournisseurs se retrouvent alors dans des situations désastreuses également. Ils ont engagé un niveau de trésorerie important par suite de la hausse du coût des matières premières pour fabriquer leurs produits et finalement, les clients n'achètent pas. Et par conséquent, ils n'encaissent pas.
Et comme ils n'encaissent pas, ils ne peuvent plus produire ni acheter. Et derrière, les ruptures d'approvisionnement jouent autant du côté fournisseur que du côté client. Donc tu vois sans doute où je souhaite en venir. Peux-tu nous montrer comment les ruptures d'approvisionnement impactent les entreprises aujourd'hui? Alors, c'est sûr qu'on c'est un sujet, bon, bien sûr, c'est une vraie problématique en ce moment, ça, j'apprends Mmh. rien. Il y a 4 impacts, en fait, quand on subit une rupture d'approvisionnement. Il va avoir bien sûr un impact sur les stocks. L'entreprise, en fait, elle se retrouve avec un stock sur les bras qui ne tourne pas. Il y aura un impact sur le BFR parce que l'entreprise se retrouve avec un BFR de longue durée et il y a un impact sur le chiffre d'affaires car, comme tu l'as dit, l'entreprise ne facture pas et Mmh. donc un impact sur la trésorerie parce que du coup, l'entreprise ne peut pas encaisser. Donc oui, oui, c'est une situation qui est dramatique, les ruptures d'approvisionnement. Donc on va retenter en tout cas de le matérialiser sur notre schéma habituel. Donc dans ce schéma-là, dans cette situation-là en tout cas, dans mon exemple, je vais acheter moins. Voilà, dans ma situation, j'ai pris la situation, j'achète moins. Vous savez, avant, j'ai acheté 30 de matières premières. Là, j'achète 20 parce que je peux pas tout acheter, il y a des ruptures. Donc, voilà, j'achète une partie de mes matières premières. Du coup, je ne peux pas produire. Donc, j'ai barré la Mmh. production des produits finis car il me manque toujours de la matière pour produire. Et donc, du coup, le stock de produits finis, il est toujours il est à 0 dans mon exemple. Mais à un moment donné, je suis quand même bien obligée de payer les vins que j'ai achetés. Donc là, je vais devoir payer les vins. Et ça veut dire que j'ai décaissé sans rien produire et sans rien vendre. Donc, on voit bien dans ce schéma que la tension à ce niveau-là, quand on ne peut pas finaliser notre production et donc la vente, bah, la tension de BFR, elle est continue. En fait, elle est sans fin. Elle est sans fin, tout simplement. Donc là, on le voit bien dans ce schéma-là, la façon dont on l'a retranscrit. Mais et tu as mentionné en ton introduction tout à l'heure, et effectivement, dans tous les cas, nous n'avons pas, nous, parlé de marge, dans Mmh. l'impact de la marge, en tout cas dans nos scénarios. Moi, je ne suis pas allée à ce niveau de détail-là, mais Sophie, je vais t'embêter encore un peu. Ouais, allez, Allez, tous ces scénarios donc impactent-ils la marge de l'entreprise? j'ai peur de me tromper, mais je dirais que oui. Oui. Non, mais oui, oui, bien sûr, ça impacte ça a une baisse de marge. Et la baisse de marge, elle aura une conséquence également sur l'analyse de risque de l'entreprise et sa pérennité. Donc on n'en a pas parlé, mais c'est un élément essentiel également dans l'analyse du risque. Alors, merci Aurore pour ces 3 exemples. On constate bien les conséquences plus ou moins fortes qu'il peut y avoir sur le BFR et la trésorerie. Tu nous as montré les points de douleur les plus courants actuellement, du moins ce que nous remontent nos clients et nos prospects. Mais quelles questions les entreprises doivent-elles se poser pour sortir la tête de l'eau? Bah, écoute, ça dépend de la casquette, de l'entreprise. Donc vous voyez à l'écran, là, j'ai tenté de définir un petit peu les questions, que vous posez tous les jours Mmh. avec vos casquettes de fournisseur et avec votre casquette d'acheteur. Je suis un fournisseur, ma première question, ça va être en ce moment, mais comment je vais sécuriser mes ventes et mon chiffre d'affaires? Ça va être également, comment je réduis l'exposition au risque de défaillance de mon acheteur qui subit la crise? Comment j'améliore, si je reste côté acheteur, comment j'améliore mon DSO et je réduis le poids de mon poste client? Comment est-ce que j'ai le luxe de choisir mes acheteurs? Bon bref, toutes ces questions, ça veut dire comment je peux être rassurée. Mais après, il y a un dernier élément là que bah, j'ai pas mentionné dans le slide, mais c'est aussi comment je vais pouvoir rassurer certains acheteurs sur ma capacité à livrer. Car ma situation financière, en temps de crise, elle va aussi préoccuper certains de mes clients, ça c'est sûr. Et après, avec la casquette de l'acheteur, bon, les questions sont comment je vais donner de la visibilité. Là, je note comment rassurer mes fournisseurs. Ben, c'est un peu ça, comment je leur donne de la visibilité pour les rassurer. Comment je vais pouvoir augmenter ma capacité d'achat. On en a besoin pour pouvoir avoir une visibilité sur son cycle de prod. Comment optimiser le financement de mon cycle d'exploitation.
On revient au schéma qu'on a vu tout au début, par exemple. Mmh. Comment obtenir du crédit fournisseur? Bah, pareil, avec le schéma initial, on se rend bien compte que le crédit fournisseur, c'est une source de financement importante. Et comment aussi, et je ne l'ai pas noté là, c'est un peu le bénéfice important, mais qui ne se matérialise pas comme ça, mais comment je peux mettre en avant ma qualité d'acheteur, ma bonne qualité d'acheteur pour être traité, en tout cas en priorité par mes fournisseurs. Voilà, c'est important. Et en fait, c'est à toutes ces questions, hein, tout simplement, que notre solution va permettre d'apporter une réponse. Alors, ça tombe bien, nous arrivons au moment où il est temps de parler justement de notre solution qui est le reverse factoring. Mais avant de rentrer dans le mode opératoire et son détail, est-ce que tu peux d'abord nous en dire plus sur le reverse factoring de manière générale? Donc, sur le reverse factoring, bon, Mmh. ce que je peux dire, c'est qu'il représente quand même une infime partie de l'activité des sociétés d'affacturage en France. Historiquement, les programmes de reverse, comme on les appelle, hein, concernaient plutôt la grande distribution et bien avant la LME. Et à cette époque, ils avaient plutôt mauvaise presse dans leur fonctionnement. Certains nous remontaient qu'ils révélaient souvent un rapport de force entre les fournisseurs et les clients, par exemple. Bon, aujourd'hui, il faut savoir quand même que le reverse factoring, c'est encore un marché de micro-niche. Il y a peut-être une centaine de programmes en France et plus de la moitié concernent quand même des très gros groupes, hein, faut être conscient. Donc, grâce à nos solutions innovantes et des partenariats clés, nous sommes dorénavant en mesure de proposer une solution packagée pour les PME, les ETI, les groupes intermédiaires, ce qui ne se faisait pas auparavant. Ce package, c'est quelque chose qui est clé en main. Il va de la garantie au financement, en passant par la gestion des flux jusqu'à la structuration et la gestion du programme. Urios a peut-être 20 programmes actifs en ce moment, donc il faut quand même être conscient qu'on a une part conséquente sur le périmètre en fait des ETI, complètement. Et si on doit parler de reverse factoring, il faut quand même mettre en avant que c'est avant tout une relation commerciale et que cette solution doit conforter en fait le cercle vertueux de la relation entre un donneur d'ordre et un fournisseur. Donc, si jamais je dois reprendre, qu'est-ce que le reverse factoring? Bon, déjà, il prend différents noms. Bien sûr, un facturage inversé. Beaucoup parlent maintenant de paiement fournisseur anticipé, c'est-à-dire c'est le client qui va demander à ses fournisseurs de financer leurs créances sur lui à l'aide d'une société d'affacturage. Autrement dit, le reverse factoring va permettre à un acheteur de faire payer rapidement par un établissement financier les factures dues à ses fournisseurs. Contrairement à la facturage classique qui finance le poste client, le reverse factoring va permettre de financer le poste fournisseur. Dans le reverse factoring, il n'y a aucune comparaison avec la facturage classique, car le risque, déjà, il n'est absolument pas diffus, parce que dans la facturage classique, vous financez l'intégralité de votre portefeuille client, donc le risque, il est diffus sur tous vos acheteurs. Là, dans le reverse factoring, le risque, il repose sur une tête, celle de l'acheteur. Donc, c'est complètement différent. Rentrons donc effectivement dans le mécanisme un peu de cette solution. Alors, je vais vous montrer à l'écran. Je vais tenter de montrer le schéma et d'expliquer étape par étape. Alors, première étape. L'acheteur va mettre en place une étude reverse garantie sur son entreprise au profit du financier afin de le garantir contre son risque de défaillance. Ça veut dire quoi si j'en formule voilà. Première étape, l'acheteur va acheter sa propre garantie sur lui-même et s'il devient défaillant, le financier va activer indemnisation à son bénéfice auprès de l'assureur. OK? Ensuite, une fois que l'acheteur a sa garantie sur lui, il va passer commande auprès de son fournisseur. Nous allons donc passer à l'étape 2. Le fournisseur reçoit les commandes, il va transmettre les factures à l'acheteur. OK? Étape 3. Les factures validées par l'acheteur sont envoyées via une plateforme web au financier. Il faut imaginer une plateforme dans l'étape là. Toute facture validée est irrévocable. Pas de litige possible sous les factures validées initialement par l'acheteur. Donc l'acheteur et le fournisseur
peuvent aussi choisir les factures à entrer dans le programme. Il n'y a pas d'exclusivité de facture en soi. Quatrième étape. Voilà, quatrième étape, elle se situe en haut. C'est le financier qui va payer automatiquement les fournisseurs, soit avant échéance sous réserve d'escompte, par exemple, ou à échéance convenue, par exemple. Alors, on me pose souvent en rendez-vous la question, mais c'est quoi la date le plus tôt pour être payé? Bah, j'ai envie de vous dire, c'est la date de validation de la créance par l'acheteur. Donc, le système, il est modulable. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en place des stratégies, les ajuster en fonction des fournisseurs, par exemple. Et dernière étape de ce mode opératoire, elle se situe là. Ça va être à échéance convenue, l'acheteur va devoir rembourser les factures aux financiers. Selon le montage réalisé et décidé ensemble, l'acheteur pourra à ce moment-là bénéficier d'un délai supplémentaire de 60 jours même pour payer son financier. Donc, on voit bien dans le mode opératoire, dans ce montage, que le donneur d'ordre, donc l'acheteur, il a vraiment la faculté de piloter son programme. C'est ça qui est apprécié. Alors, tu viens de nous détailler le mode opératoire du fonctionnement du reverse factoring. Est-ce que maintenant on peut reprendre nos 3 exemples du début afin de voir quels sont les bénéfices de cette solution sur les impacts conjoncturels qu'on a aujourd'hui? Donc, si on reprend dans l'ordre, comment le reverse factoring permet de soulager le BFR et la trésorerie en cas d'augmentation des matières premières? OK. Donc, on va reprendre nos schémas initiaux et puis on va comparer effectivement avec si j'avais mis en place un programme de reverse factoring, qu'est-ce qui change? Exactement. OK, je reprends mon schéma sur la hausse des matières premières. Vous vous souvenez? OK. En bas, c'était la tension initiale qu'on avait constatée. Donc, on voyait bien la tension à ce moment-là. Ça marche. Alors, vu que en cas de mise en place de reverse factoring, dans mon exemple, je paye mon financier 60 jours plus tard à ce niveau-là, alors qu'auparavant, je devais le payer à 30 jours. Donc, c'est sûr que dans mon exemple, j'ai même encaissé avant de décaisser. Donc, j'ai envie de vous dire, et j'ai pas fait exprès quand j'avais travaillé sur cet exemple-là, pardon, mais c'est sûr que quand on voit le schéma là, la situation, elle est juste parfaite. On n'a plus aucune tension de BFR et plus aucune tension de trésorerie comparée à la tension qu'on avait initialement sans mise en place du programme. Donc, comme tu le dis, c'est vraiment la situation parfaite. On n'est plus du tout dans le rouge. Le reverse factoring aide réellement les entreprises finalement au niveau du BFR et de la trésorerie. Donc, est-ce que ça reste toujours aussi parfait si on reprend l'exemple du client qui nous paie avec un retard ou alors en plusieurs fois? Alors, on va regarder ça. En tout cas, parfait, je ne sais pas, mais je pense qu'on va bien voir que ça va s'améliorer. Sur le retard de paiement. Alors, le pic le plus critique du BFR arrivait au moment de la vente des produits finis. Donc, si je reprends ce même pic, on voit bien que, en fait, ce pic, il est absorbé grâce au reverse factoring. On a encore une très légère tension. Mais en fait, le BFR, il a quand même baissé de plus de 60% par rapport à la situation normale. Et la trésorerie, elle s'est, elle aussi, solidifiée en parallèle. Donc oui, il y a une nette amélioration, une nette absorption, en tout cas des tensions grâce au reverse factoring. Donc, le BFR et la trésorerie subissent moins de tensions grâce au reverse Mmh. factoring. Alors, tu t'en doutes, hein, est-ce le même cas pour notre dernier exemple qui était celui des ruptures d'approvisionnement? Surtout que c'est un cas un petit peu particulier. Ouais, c'est un cas particulier, c'est sûr, parce que l'interprétation peut être un peu différente. C'est-à-dire que grâce au reverse factoring, en fait, je vais, dans ce cas-là, ça va permettre, c'est un peu ce qu'on a vu dans la casquette d'acheteur auparavant dans les profils, les questions à se poser. En fait, grâce au reverse factoring, on va quand même prouver notre qualité première d'acheteur. C'est important. Et on va partir sur l'hypothèse que le fournisseur, il va me choisir parmi d'autres acheteurs. Donc, sur le papier, ce que l'on se rend compte, en tout cas, quand on étudie des dossiers, c'est que, en théorie, je peux moins subir la rupture d'approvisionnement si je suis en mesure de mettre en place des programmes de reverse factoring. Et la conséquence, ça va être que je vais pouvoir acheter, en tout cas, sur le papier, des compléments de matières premières afin de reprendre mon cycle. Par exemple,
J'achète toujours 20 au lieu de 30 parce que j'ai subi la pénurie comme tout le monde. Mais c'est sûr que mon fournisseur s'est réapprovisionné et je vais, en montrant ma qualité première d'acheteur et le fait de lui donner de la garantie, de la sécurisation, je vais pouvoir acheter le supplément qui me manquait pour pouvoir produire, pour pouvoir vendre, pour pouvoir encaisser. Donc, sans reverse factoring, ma tension de BFR, elle était en dessous, on le voit bien, longue et sans fin, puisque le cycle d'exploitation ne se réalisait pas, tout simplement. Alors qu'avec le reverse factoring, dans mon exemple, si jamais j'arrive effectivement à acheter mon complément de matière première, bah, la tension, elle est limitée dans le temps. Dans mon exemple, elle dure 20 jours, par exemple. Donc, ce n'est pas comparable avec la situation initiale. Donc, ce que tu dis, c'est qu'un acheteur stratégique qui permet à son fournisseur d'être payé plus vite renforce considérablement sa relation. Il ne faut pas oublier que le fournisseur doit lui également gérer des contraintes de capacité en amont. Donc, c'est la même chose pour lui. Plus vite il encaisse, plus vite il va être agile et regagner de la capacité pour servir ses Mmh. autres clients. Si pour cela que nous avons mis en place des programmes de reverse factoring qui fluidifient les relations et donnent de la visibilité et du financement aux fournisseurs pour favoriser leur croissance. Cette solution de reverse factoring permet aussi d'alléger, voire, comme on l'a vu, de supprimer certaines tensions de BFR et de trésorerie du côté client, donc Mmh. acheteur, Oui. mais avant la crise économique. On avait déjà mis en place, nous, de notre côté, ce programme de reverse factoring, cette solution. On l'a proposé déjà sur le marché. Euh, Quand est-ce que les entreprises étaient-elles amenées à l'utiliser auparavant? Un tel programme, en fait, quand on les mettait en place, avant tous les aspects conjoncturels que l'on connaît actuellement, c'était surtout pour répondre à des difficultés structurelles plus classiques, en fait. Par exemple, les fortes saisonnalités, donc on le voit bien dans le retail, textile, sport. On avait aussi ça permettait de gérer les stocks importants, dans les activités de grossistes ou le commerce de détail. On l'avait aussi dans, les industries, qui connaissent un cycle long de fabrication, l'aéronautique, les machines-outils, des choses comme ça et on l'a par, tout ce qui est ça permet aussi de pallier à des process de facturation complexes. Donc, des sociétés qui connaissent des process un peu complexes de facturation ou bien des conditions de règlement, très courts, bah, ça permet de leur, donner un peu une bouffée d'air là-dessus, par exemple. Et on a, enfin, j'ai mis en évidence les entreprises exportatrices tout simplement parce que, bah, elles subissent des délais de paiement longs. Donc, ça permet d'absorber la tension, avant d'être payé par leurs clients. Donc oui, ça répond, bien sûr à tous les scénarios conjoncturels qu'on a pu voir ensemble là avant, mais ça Mhm. répond, aussi à des difficultés, structurelles, plus classiques, afin de récupérer des marges de manœuvre sur le BFR, et ou sur la trésorerie. D'ailleurs, on va vous montrer en fait, 2 exemples, des exemples concrets, hein, de choses qu'on a mis en place. Alors, je vais essayer de voir si j'ai rédigé ça sur un seul voilà. Donc, premier exemple dans le retail, c'était, une société en fait, qui fait plus de 100 millions de chiffre d'affaires. Elle, c'était vraiment pour répondre au départ à une difficulté, structurelle qui est venue d'une difficulté conjoncturelle, mais elle a subi un redressement judiciaire là, il y a quelques années et elle était sous plan de continuation. Donc, et en plus, après la crise Covid est arrivée, dans le retail, elle a vu aucun chiffre d'affaires pendant quand même plusieurs mois. C'était très compliqué. Donc, ses besoins étaient très clairs. Ses besoins, c'était, 1, j'ai besoin de restaurer la confiance de mes fournisseurs suite à ma procédure collective. 2, j'ai besoin de reconstituer du stock de fin d'année très rapidement et avec un paiement le plus tardif possible, c'est nécessaire. Et bien sûr, j'ai une forte saisonnalité dans mon activité. Donc on avait regroupé 3 besoins, identifiés et en fait, le programme a répondu parfaitement à ces besoins, hein, parce que, bah, déjà avec le délai supplémentaire, que l'acheteur a pu avoir pour rembourser le financier, en fait, on s'est rendu compte que l'encours, c'est comme s'il tournait, 3 fois, ce qui permettait en fait d'avoir des délais complètement cohérents avec, la rotation de ces stocks. Ensuite, les fournisseurs, bah, ils ont été rassurés,
par la référence du financier, c'est-à-dire qu'il y a un financier dans la boucle et bon, voilà, ça rassure forcément les fournisseurs qui, suite à la procédure collective de leurs clients. Et le choix du paiement anticipé, vous savez, qu'on a décrit dans le montage là, du reverse, le choix du paiement anticipé ou à échéance, cette modularité pour chaque fournisseur, ça a été vraiment très apprécié. Et le fait que la gestion des flux à travers cette plateforme soit simple et en plus vraiment efficace, ça a été apprécié, son agilité a été appréciée en fait des fournisseurs. Donc le programme a répondu complètement en tout cas aux besoins de cette entreprise et on peut peut-être mettre un deuxième exemple. C'est une entreprise avec on va dire, un besoin qui est différent. C'était une entreprise dans l'environnement, plus petite, hein, elle faisait à peu près 20 millions de chiffre d'affaires et elle, en fait, son besoin de BFR, c'était issu d'une très forte croissance. Dans l'environnement, en fait, elle a été confrontée à un changement de son business model dû à un changement de législation et avant, elle était payée, on va dire, comptant et maintenant, elle est payée par des aides étatiques. Il faut attendre quelques mois avant d'être payée. Donc c'est sûr que son business model, a changé et a eu un gros impact sur le BFR, en plus de sa forte croissance qui avait un impact sur le BFR. Et du coup, dans son contexte à elle, il y avait quand même une mise en évidence, des fournisseurs parce que c'était des fournisseurs très stratégiques et comme notre acheteur, ces fournisseurs étaient en forte croissance, il fallait donc les sécuriser et en plus, il y avait certains fournisseurs qui connaissaient la crise donc voilà, il fallait les aider à sortir la tête de l'eau également. Parce qu'en tant qu'acheteur, j'avais besoin de ces fournisseurs-là, c'était ça. Donc le besoin, fidéliser les fournisseurs, donc ça voilà, ça résume un petit peu ce que je vous expliquais et financer la forte hausse du BFR en supportant le délai de paiement des subventions. Et d'ailleurs, il y a une belle faute d'orthographe, excusez-nous. Donc effectivement, il y a une hausse du BFR sur la forte croissance et sur la modification du business model par rapport au paiement tardif. Donc le problème de reverse factoring, comment il y a répondu? Du coup, alors ce qui a été mis en avant par le client, ça a été que, le fait que ce soit pas un emprunt classique et une source de financement différente, pour elle, c'était vraiment, c'était un levier très stratégique et important. Que le fait de payer avec un délai supplémentaire, ça permettait de gérer une partie des délais payés par les subventions étatiques, par exemple. Donc ça répondait à une partie de la flexibilité du BFR. Les fournisseurs, donc on disait qu'il fallait les fidéliser et certains, il fallait même les sécuriser. Donc le paiement anticipé pour certains fournisseurs avec escompte, c'était une solution qui a été en tout cas rapidement adoptée. Pour pouvoir garder les fournisseurs stratégiques, c'est vrai que la mise en place du programme de reverse factoring a permis d'apporter un argument de différenciation par rapport à d'autres acteurs du métier, parce que voilà, mon acheteur était en concurrence avec plein d'autres acheteurs dans ce métier-là. Donc, c'est vraiment un argument de différenciation. Et on revient sur ce que disait notre autre exemple dans le retail, c'est la simplicité de la plateforme, l'agilité du programme et sa gestion. Ça a été vraiment une force pour cette entreprise qui était une belle PME. Alors, Aurore, tu me dis si je me trompe, mais je crois qu'on arrive à la fin de notre présentation. Oui, oui, oui. Ah, tout au long de cette dernière, j'ai pu noter quelques questions, donc cette fois, c'est à moi de te faire des petites surprises. Je te propose de t'en poser certaines. Pour celles auxquelles, bien sûr, nous n'avons pas le temps de répondre, nous enverrons une réponse par email. Alors, première question que j'ai pu noter, quel est le délai de mise en place d'une solution de reverse factoring? Euh, alors, elle peut être variable. En fait, ça va dépendre de la maturité du projet et du donneur d'ordre. On va dire que le délai minimum pour le mettre en place, je dirais 1 mois et demi, 2 mois. Donc ça, c'est le délai le plus court pour mettre en place. Après, sur la maturité du projet, ça peut être plus long, bien sûr. Est-ce que le délai supplémentaire de 60 jours entre dans la LME? Ah, le délai de portage, oui, Je en pense. fait, il faut voir, il faut voir qu'en fait, l'acheteur, il n'est plus en relation d'affaires avec le fournisseur. Sa relation d'affaires, il doit rembourser le créancier. Donc, le créancier, oui, il rembourse son créancier, qui est le financier, c'est ça que je voulais dire. Donc, en fait, dans sa relation d'affaires avec son financier, donc son créancier, il le rembourse à 60 jours. Donc, oui, il n'y a pas de problème. Le délai est complètement légal, il n'y a pas de souci. Et justement, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les difficultés structurelles
qu'on a évoquées, je vous disais qu'il y a des entreprises qui ont des process de facturation un petit peu compliqués ou bien des délais de règlement très courts. En fait, ce type de programme va justement permettre de sécuriser les délais LME, se prémunir pour les sociétés de taille importante du risque d'amende de la DGCCRF, du risque d'image. Donc, oui, c'est un vrai intérêt, ce délai supplémentaire légal. Alors, j'ai une autre question. Quand est-ce qu'a lieu le transfert de propriété pour le fournisseur? Alors ça c'est très simple parce que le fournisseur, il est payé par le financier maintenant et plus par l'acheteur. Donc le transfert de propriété en fait des marchandises du fournisseur a lieu seulement au moment du paiement du financier. Et on parle de subrogation, on parle exactement, je crois, de quittance subrogative permanente au moment du paiement du financier. Alors, il y a une question qui vient aussi d'arriver, donc on va y aller. Est-ce que toutes les ETI sont éligibles au reverse factoring? Oui, les ETI sont éligibles au reverse factoring. Après, il faut étudier la faisabilité du programme. Et la faisabilité du programme va dépendre d'un premier élément qui est les fondations du programme, qui se trouve être l'analyse du risque de l'acheteur, tout simplement. Alors, encore une question. Quelles garanties sont prises par le financier? Quelles garanties sont prises par le financier? Qu'est-ce que tu veux entendre par là? Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait nous détailler un petit peu cette question, s'il vous plaît? Parce que la garantie du financier, ça va être l'assurance qui va être mise en place, la garantie qui va être mise en place dès le départ sur l'acheteur, qui, comme je le répète, fait partie de la fondation de la faisabilité de tout programme. Donc, sans cette garantie, dans ce qu'on propose nous, il n'y aura pas de programme. Alors, je ne sais pas si on répond à la question. En tout cas, n'hésitez pas après à nous envoyer un email pour qu'à la limite, on puisse prendre un rendez-vous et qu'Aurore puisse vraiment vous expliquer ou vous répondre à votre question en fonction de votre besoin. Alors, Aurore, j'ai une autre question encore. Est-il possible de financer un poste fournisseur situé à l'étranger, par exemple un fournisseur de matières premières asiatique? Euh, alors la réponse va pas être toute simple dans le sens établir un programme que pour financer un fournisseur asiatique dans l'offre qu'on propose, ça, je dirais non. Je dirais non, ça va être complexe. Par contre, je pense qu'on peut étudier, si jamais il y a déjà des fournisseurs enrôlés, des fournisseurs domestiques, des fournisseurs européens, et que c'est un enrôlement supplémentaire d'un programme déjà existant, je pense que la question peut être étudiée. Mais tout ça, c'est effectivement, c'est souvent des choses qui sont vues avec le gestionnaire du programme en place. Alors, on va poser une dernière petite question. Euh, Quel est le coût d'un programme de reverse factoring? Alors le coût, bah, ça revient à un élément dont je parlais tout à l'heure, qui est la Mhm. fondation du programme, c'est-à-dire, pour moi, il y a deux éléments qui vont constituer le coût d'un programme, deux variables, on va dire. La première variable, ça va être la position de risque de l'acheteur. Voilà, comme tout prix de garantie, la tarification de la garantie, elle va être en fonction du risque de l'acheteur. Donc et ça peut varier du qui tout double le programme, si je peux dire en expression. Et après, ça va dépendre, la deuxième variable, pour moi, ça va dépendre de la volumétrie en fait d'achat que l'acheteur va pouvoir réaliser grâce à la ligne d'encours financé. Plus il va pouvoir réaliser des achats, plus forcément le programme, le ratio, le coût du programme, le ratio sur les achats va être hyper intéressant. Donc il y a quand même deux variables qui sont importantes et qui peuvent être différentes d'un acheteur à l'autre pour constituer le coût. Euh, et aussi, ce qu'on peut dire pour répondre, voilà, dire un peu indirectement comme à cette notion de coût, parce que je ne peux pas faire une réponse pour toute entreprise, hein, les deux variables sont trop importantes. Mais on va dire que si vous avez un coût de programme qui représente par exemple 1,5% du chiffre d'achat estimé, bah, la différence, par exemple, la différence entre ce taux de 1,5% et le taux d'escompte que certains fournisseurs pourront appliquer, bon, bah, sera du gain net pour l'acheteur. Alors,
Je te remercie Aurore. Je vois qu'il est déjà 11h47, donc je propose qu'on arrête un petit peu notre présentation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email. On se fera bien évidemment un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Donc, au final, de ce que j'ai compris, c'est que le programme de reverse factoring n'est pas aussi complexe que peuvent le penser parfois les PME et les ETI. Dans tout ce Non, que non. tu as dit, on voit que les décideurs sont d'ailleurs convaincus par 3 avantages: l'accompagnement et la fidélisation des fournisseurs, en leur Oui, proposant justement un paiement sécurisé de leurs factures, une oui, optimisation de la gestion de la trésorerie, parce qu'on bénéficie de délais de paiement allongés et de remboursement auprès du financier, et oui, enfin, une meilleure négociation avec de meilleures conditions d'achat également. oui, complètement. Donc, je pense que j'ai un petit peu résumé ce qu'était le reverse factoring, en tout cas notre solution de notre côté. Alors, nous vous remercions pour votre écoute et vos questions. Nous allons vous envoyer bien évidemment le replay de la vidéo et les slides. Je vois qu'on vient de me le demander. Donc oui, nous allons le faire. Et puis, comme je le répète encore une fois, mais n'hésitez surtout pas à nous envoyer un mail si vous souhaitez avoir un rendez-vous pour voir ce que l'on peut faire pour vous, comment on peut répondre réellement à vos besoins grâce au reverse factoring, ou alors peut-être d'une autre Mmh, manière. Aurore n'aura aucun problème à vous présenter le reste de nos ouais, solutions ou comment on peut intervenir pour vous aider. avec Voilà. grand plaisir. Effectivement, n'hésitez pas. Donc, merci à tous et bonne semaine. Merci à tous, bonne journée, bonne semaine. Allez, à bientôt, Au j'espère. Au revoir, revoir. à bientôt.